Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. La vidéo qui suit est un extrait de l'émission Décrypter l'Afrique, produite par moi-même. Décrypter l'Afrique est produite avec le soutien du média qui le diffuse sur son antenne 24/7. L'émission est également diffusée en Afrique et en Europe par la chaîne de télévision Vox Africa tous les dimanches à 16h GMT, 16h à Dakar, 17h à Douala, 18h heure d'été à Paris. Si vous êtes téléspectateur du média, passionné au courrier d'Afrique, vous pouvez voir d'autres extraits de cette émission et d'autres émissions sur la chaîne YouTube de Décrypter l'Afrique, dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fabrice Huimot, journaliste pour le média, et Geneviève Goldsinger, ancienne journaliste, présidente d'Image, entreprise de conseil en stratégie politique et communication. Sidi Kaba, journaliste écrivain, chercheur associé et président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel, et Wilfried Ekanga, essayiste et militant du MRC, parti d'opposition camerounais qui s'exprime ici en son nom personnel. Au sommaire. Quelques mots sur le dernier sommet de la francophonie qui s'est achevé samedi dernier et a vu la participation de la Guinée, du Gabon et pas des pays de l'AES, donnant une fois de plus de la consistance à la théorie des bons et des mauvais putschistes. Alors le feuilleton de la tentative de coup d'État supposé au Burkina Faso, dans le contexte dans lequel les défenseurs des droits de l'homme multiplient les alertes. On évoquera également le coup de chaud au Sénégal avec une crispation de l'atmosphère politique à un peu plus d'un mois des législatives et le Québec qui entend enfin les inquiétudes de l'OMS et arrête de recruter massivement des infirmiers venus d'Afrique. Bonjour Geneviève, Fabrice, Cédric, Wilfried. Bonjour. 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 Ce vendredi 4 octobre, Emmanuel Macron a ouvert le 19e sommet international de la francophonie en compagnie de ses homologues chefs d'État. La francophonie est cette cité solidaire de 330 millions d'âmes que nous pouvons être fiers d'habiter. Une cité qui possède la langue française pour fondation et le monde pour horizon, et qui, avec Aimé Césaire, désire un universel qui soit riche de tous les particuliers. La veille, le chef de l'État français, fidèle à son narratif sur la Startup Nation, avait inauguré le salon Francotech à Station F, l'incubateur géant de jeunes pousses de Paris. Parmi les faits que l'on retiendra de ce sommet, il y a la présence remarquée de la Guinée de Mamadi Doumbouya, lui n'était pas personnellement présent, et du Gabon de Brice Oligui Nguema qui, lui, a fait le déplacement. On retiendra également la non-invitation des pays de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso et Niger. Geneviève, faut-il se dire que décidément en 2024, vu de Paris, il y a des bons et des mauvais putschistes dans l'ancien précaré. On notera d'ailleurs aussi la présence du Tchadien Mahamat Idriss Déby Itno qui a régularisé, on va dire, son statut avec la brutalité dont on se souvient. Est-ce qu'il y a de bons et de mauvais putschistes? Il y a des relations différentes avec certains États aux mains des militaires et d'autres. Ça, c'est clair, personne ne pourrait le nier. D'abord, moi, je dirais, pour moi, c'est quand même assez déchirant que le Niger ne soit pas là, eu égard à l'impulsion qu'avait donnée Amadou Diori à la naissance de la francophonie. Donc, c'est quand même très triste que ce pays en soit absent. Mais ça, c'est juste le côté sentimental pour ma part. Après, normalement, vu de Paris, comme d'ailleurs, c'est pas des régimes politiques qu'on invite, on a des relations avec des États. Le fait est que ce n'est pas tout à fait vrai aujourd'hui en Afrique. On est complètement d'accord là-dessus. Le deux poids, deux mesures existe, c'est une évidence. Dans la relation, dans la perception aussi des putschs, ce qui explique que certains soient invités d'autre part. Cela dit, concernant la Guinée, je sais qu'il y a aujourd'hui quand même une inquiétude en France devant la manière dont évolue ce régime, notamment après les différentes disparitions de l'été dernier. Ça, c'est une réalité. Donc peut-être que la relative mansuétude envers Doumbouya va progressivement évoluer vers autre chose. Concernant les États de l'AES, alors même si je regrette sur un plan sentimental l'absence du Niger, le côté très exécrable des relations entre la France et ces pays fait que je pense que même s'ils avaient été invités, ça aurait été très compliqué qu'ils viennent en réalité à Villers-Cotterêts. Il n'y a plus aujourd'hui de relation entre la France et le Niger, dont on ne connaît pas l'agenda réellement. Le Mali, c'est compliqué d'avoir des dirigeants qui déclarent à la tribune des Nations Unies que la France est une junte, que la France fomente chez eux
des attentats, ou que de France, certains fomentent au Burkina, le cas échéant, des coups d'État dans le coup d'État, et puis ensuite de se pointer à Villers-Cotterêts. Franchement, il y aurait une incongruité quand même à ce qu'ils puissent venir en France, ces dirigeants-là. Alors, donc, quand même, Fabrice, on peut noter, Geneviève l'a dit, que la Guinée de Doumbouya est loin d'être exemplaire en matière de liberté publique, avec la disparition d'activistes comme Fonike Mengue, auquel on pense, et la censure de nombreux médias privés qui ont vraiment été bâillonnés. Mais là, ça passe manifestement. Oui, malheureusement, la Guinée brille dans ce domaine-là de la répression à la fois des libertés publiques, de la liberté, des libertés de la presse, tout simplement. Je rappelle que de nombreux médias ont été brouillés pour des raisons de sécurité nationale, ce qui, pour le coup, met au chômage technique des centaines de journalistes guinéens. Je ne pense pas que ce genre de procédé soit compatible avec les valeurs qui sont censées être portées par la francophonie. Emmanuel Macron, la diplomatie française devrait être claire là-dessus, parce que cette diplomatie, cette francophonie aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? On a une majorité, au moins la moitié des locuteurs, des 320 millions de locuteurs du français aujourd'hui qui sont en Afrique. Si on veut faire une diplomatie de la francophonie efficace, il faut aussi une certaine uniformité dans la façon de traiter ces pays. Et quand on admet quelque part qu'on ne peut rien faire contre les changements politiques qui se passent en Afrique de l'Ouest, contre ce qui se passe. Brutaux. Brutal ou pas, ce sont des pays qui sont souverains. Quand on a admis, et c'est ce que la diplomatie française est en train de faire, même si elle ne reconnaît pas ces pays, ces dirigeants militaires comme étant les chefs d'État de ces pays, elle devra inévitablement, inéluctablement reconnaître que le changement s'est fait et on passe à autre chose. On veut faire cela un peu de manière soft, mais il faut donner des gages, il faut donner des signes qu'on veut tourner la page. Et tourner la page aujourd'hui, ça ne se fera pas de manière frontale, parce que ces pays, que ce soit le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sont décidés dans la voie qu'ils ont choisi d'emprunter. Donc, donner ce genre de signal en invitant un tel, parce qu'on aimerait bien sa politique, bien que ce soit des putschistes également au pouvoir, c'est encore une fois entretenir ce sentiment d'incompréhension de la part de nombreux Africains qui attendent une autre relation, et que cette francophonie ne soit plus une espèce d'étendard comme ça impérialiste, parce que la langue française, elle est importante pour beaucoup d'Africains, mais ils ont aussi un besoin. La francophonie, c'est pas la France. La francophonie, ce n'est pas la France, et la réalité, c'est qu'elle est portée factuellement par de nombreux pays francophones à travers le monde. Donc, si la France veut être le capitaine, parce que c'est la France de cette entité, il va falloir traiter les autres avec respect. Alors, c'est dit, qu'est-ce qu'on peut dire que l'ère de la règle de la mise au ban des régimes putschistes est terminée, alors que les relations internationales se durcissent et que l'Afrique est d'ores et déjà le théâtre d'une guerre froide qui ne dit pas son nom? Je pose cette question parce que à la fin du siècle dernier et au début de ce siècle, au sein de l'OIF, de l'Union africaine, etc., les règles étaient claires. Quand il y a un putsch, le pays sort de l'organisation, il est suspendu et il revient après l'élection. Là, ce n'est plus du tout le cas. Et en réalité, il y a des régimes amis et des régimes ennemis. Oui, c'est ça la difficulté. Vous savez, les règles, quand elles reposent sur une clarté, elles sont plus faciles à accepter. Quand on fait du double standard ou quand on suspend celui-là et on ne suspend pas celui-ci, ça crée beaucoup de confusion. Dans le cas d'espèce, lorsque la francophonie décide de réhabiliter la Guinée, vous avez regardé, ça s'est fait récemment, les arguments qu'elle a avancés, c'est que le pays a fait des progrès en matière de démocratie, de respect des droits de l'homme. Et c'est ça le communiqué que le Conseil permanent de la francophonie a publié pour indiquer, comme si nous-mêmes, nous n'étions pas témoins des événements qui se passent en Guinée. Il y a 2 personnes dont vous avez parlé qui ont disparu, dont on est sans nouvelles. Il y a des morts suspectes en prison, des 2 officiers, l'ancien numéro 2 presque du conseil militaire qui est décédé en prison, un autre colonel qui est décédé. Donc il y a des violations massives des droits de l'homme, mais en dépit de
de ce tableau, la francophonie a décidé de rétablir la Guinée comme pays membre et l'a invité ici. Donc, quand on se met dans cette posture de double standard, ça a des conséquences. Et la conséquence, c'est la perception dans les opinions africaines que, particulièrement au Sahel, que, par exemple, l'exigence de la démocratie et du respect des libertés, on le leur demande parce que c'est eux, non pas parce que les libertés sont importantes. Pourquoi on demanderait, on accepterait des violations des droits de l'homme en Guinée et qu'on ne les accepterait pas au Niger ou au Burkina? Donc ça c'est des choses qui sont de nature à affaiblir le discours de la communauté internationale et à l'affaiblir. Je pense que cette posture-là a pu alimenter chez les putschistes nouvelle génération les sentiments que bon, la communauté internationale, c'est pas important, on peut faire ce qu'on veut. Et d'ailleurs, dans le cas d'espèce, on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas de réaction à la hauteur de ce qu'espèrent les démocrates nigériens, les démocrates burkinabés. On dirait que les gens sont laissés presque à eux-mêmes, puisque les jeunes ont décidé que la communauté internationale, ça ne veut rien dire, ça ne les intéresse pas. Et à la différence de ce qu'on avait connu, ce que vous avez rappelé, quand, pour des pays qui ont connu le coup d'État, dès que les militaires prennent le pouvoir, ils s'empressent de donner un agenda. Souvent, ils disent que c'est 9 mois, souvent, ils disent que c'est 1 an. Bon, cette fois-ci, on n'a aucune visibilité. Et je crois que du tout de saison. Oui, et puis la communauté internationale elle-même s'est affaiblie en faisant, par exemple, des jeux de double standard, en donnant la prime à celui-ci, en refusant, sans aucune base objective. Ça a pu alimenter. Et à mon avis, aussi, le contexte international que l'on a aujourd'hui dans ces pays de rivalité, entre l'Est et l'Ouest, entre la Russie et les pays occidentaux, a pu alimenter le sentiment, bon, si l'Occident n'est pas d'accord, au moins il y a la Russie. Donc tout ça fait tout ça ne nous rajeunit pas et fait en sorte que finalement, on ne contribue pas au renforcement de la culture démocratique dans ces pays-là. Et puis surtout, la Guinée et le Gabon sont quand même des pays qui sont riches en minerais. Il y a une brutalisation des rapports mondiaux. On voit ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a une politique de la guerre qui se met en place. Et peut-être que la démocratie, c'est de moins en moins important. La Guinée, c'est quasiment la RDC de l'Afrique de l'Ouest. On a tendance à l'oublier. C'est tout à fait exact. La Guinée, c'est Simandou, c'est des grands projets, c'est la bauxite, c'est des minéraux importants. Et bon, puisque la pour Guinée... le commerce et pour la guerre. Apparemment, je peux me tromper, mais l'impression qu'on a, c'est que puisque la Guinée a accepté de jouer le jeu, on peut fermer les yeux sur toutes les violations de droits de l'homme qu'on a évoquées. Sauf qu'on rend service à la Guinée, on rend service peut-être à ce qu'il y a de la Guinée, mais on ne rend pas service à la démocratie et on envoie un mauvais signal aux autres. Enfin, on rend service au pouvoir guinéen. En plus, il y a des informations persistantes qui font état de la présence de militaires français en Guinée. Elles ne sont pas confirmées. La coopération sécuritaire n'a pas été arrêtée avec la Guinée. La coopération militaire et sécuritaire continue. Ça veut dire, qui dit coopération sécuritaire, vu qu'il y a des officiers français qui sont aux côtés de forces guinéennes qui les accompagnent. Et très à côté, il y a aussi une officière française qui est très à côté de Doumbouya, si on peut rigoler un peu. Alors Wilfried, j'imagine que tout cela nourrira le procès en hypocrisie contre la France au sein des jeunesses africaines. Oui, c'est même pas un procès, il y a un constat. Quand on dit procès, ça peut sous-entendre une intention malveillante qui ne cadre pas avec ce qu'on a observé. L'abcès a été superbement bien crevé par Fabrice et Geneviève, et M. Sidi Kaba en a extrait le liquide. On constate effectivement qu'il y a des bonnes et des mauvaises juntes. Vous avez cité les Guinées, il n'y a pas que les Guinées. Le coup d'État au Tchad d'avril 2021, parce que c'était un coup d'État, la constitution tchadienne a prévu de manière claire comment se gère la vacance du pouvoir. Cela n'a pas été fait dans les règles de l'art, ça a été fait par justement la récupération du pouvoir par un militaire, en l'occurrence le fils de Idriss Déby Itno, et qui était présent pour consolider, pour sacraliser, pour approuver et adouber justement la prise de pouvoir par Idriss Déby. C'est Emmanuel Macron qui estimait que bon, c'est un bon coup d'État, c'est un garant de la stabilité, etc., etc. On a eu la même problématique. Bon coup d'État des familles. Oui, on a eu la même problématique au Gabon, quand vous aviez l'Allemagne qui condamnait, les États-Unis qui demandaient de restituer le pouvoir aux civils. Vous aviez une sorte d'attentisme de la part de la France, si bien que c'est l'extrême droite française, en l'occurrence Marine Le Pen, qui demandait à Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères à l'époque, de s'exprimer de manière claire sur les questions gabonaises. Et dont les bons putschistes gabonais, tchadiens, ont été invités au sommet de la francophonie
francophonie à Paris. Mamadi Doumbouya, on ne sait pas quel miracle s'est produit entre début septembre et fin septembre 2024, puisqu'il y a à peine quelques semaines, quelques jours, il a été réhabilité. La Guinée-Conakry est autorisée à participer. Pourtant, les griefs envers le gouvernement guinéen sont évidemment exactement les mêmes que ce qu'on a reproché à Assimi Goïta, à M. Tiani, à M. Traoré, la répression des opposants politiques, le recul des libertés, les décès suspects en prison. Je veux dire, Idriss Déby a bombardé le camp de M. Yeye Djilo. C'est un assassinat en règle d'un adversaire politique. Pourtant, il est invité. Et là, on a l'AES. Enfin, à côté, on peut faire une parenthèse sur le Rwanda ou voir le Togo. Monsieur Faure Gnassingbé a créé une sorte de gymnastique incroyable où, désormais, enfin dans quelques temps, il sera plus président, mais il sera président du Conseil des ministres. Ou alors il sera président, on ne sait pas quel rôle il aura. Non, enfin, le pouvoir exécutif sera évidemment qui sera au niveau du Conseil des ministres. Le président sera, comme en Allemagne, comme dans les pays scandinaves, détenteur d'un rôle symbolique, mais le possesseur effectif du pouvoir exécutif sera celui qui est à la tête du Conseil des ministres. C'est une belle idée que les présidents africains ont d'habitude pour se pérenniser là où ils se trouvent, c'est-à-dire je ne suis plus là, j'ai respecté le calendrier, mais de facto je continue d'exercer le pouvoir. Et je voulais terminer par le Rwanda, parce que justement M. Paul Kagame au pouvoir depuis 1994, les premières... Indirectement d'abord. Oui, les premières élections, c'est là où je voulais en venir, se sont tenues en 2003. Il devait partir normalement à la fin d'un deuxième mandat. Il a trouvé le moyen d'organiser une sorte de référendum en 2015 qui lui permettait de se présenter pour 2017. Et maintenant, il est théoriquement possible qu'il soit élu jusqu'en 2034. Ce qu'on reproche à Vladimir Poutine, il n'y a pas de problème quand c'est le Rwanda. Mais il est élu par 99, je ne sais quoi. 18, c'était le résultat. On fait mieux que ce que font les 0,82 restants quand même. Soyons fous. Il n'a d'ailleurs admis que 2 opposants, Franck Abineza et M. Philippe Mpaimana. Et on sait ce qu'il est advenu de Mme Diane Riguera qu'on a ridiculisé sur la place publique pour... si on fait la liste des fausses démocraties africaines, on n'en finira pas. C'est là où je voulais en venir. C'est pour ça que je parlais plus d'un constat plutôt que d'un procès. Mais en conclusion, en une phrase, j'ai envie de préciser également que pour les pays de l'AES, il faut noter que Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani et Assimi Goïta n'ont pas mal dormi parce qu'on ne les a pas invités à la francophonie. Ils ne sont pas tristes du fait qu'ils n'aient pas été invités. Ils définissent actuellement un nouveau calendrier où la souveraineté de l'Afrique ne se décide pas au regard de l'approbation par la puissance coloniale d'hier. Et on notera que Bassirou Diomaye Faye a estimé peut-être qu'il était déjà trop venu en France et il n'est pas venu. Il a vu une idée des commentaires législatives. Oui, surtout. C'est peut-être pas le bon moment politique. Il a fait trop de choses à faire en ce moment. Avant, quand tu venais à Paris, ça te donnait des points. Maintenant, quand tu viens à Paris, tu peux en perdre. Il va falloir le dire à M. Tidjam ça. C'est surtout qu'il a multiplié quand même les visites ces derniers temps. Je pense que c'est... En moins d'un an, il n'y a pas de visites. Les relations verticales qui ont pu survivre à l'indépendance de ces pays, il était temps qu'elles évoluent. On a parlé de chefs d'État comme Amani Diori qui ont participé à la création de la francophonie. Je pense que même à leur temps, quand on regarde, et c'est ça le paradoxe, quand on regarde un peu même les pères fondateurs, ce qu'on appelle les pères fondateurs, ils ont eu moins de soumission, entre guillemets, envers la puissance coloniale que ceux qui sont venus, certains qui sont venus après. Au Fouet-de-Boigny. Oui, bien sûr. Oui. Alors, en plus, il y avait une co-création avec les Senghor et Houphouët-Boigny. Il y avait un rapport différent, c'est vrai. C'était la guerre froide. La guerre froide donnait plus de force aux États africains, paradoxalement. Alors, on va bientôt finir. Aussi avec Norodom Sihanouk, enfin, c'était pas... Oui. L'Afrique subsaharienne uniquement. Oui. Alors, je voudrais qu'on évoque quelque chose qui m'a marqué, c'est-à-dire c'est la nature même de l'Organisation internationale de la francophonie où tout procède de Paris. On parle beaucoup des Nations Unies, notamment du Conseil de sécurité de l'ONU, donc les Nations Unies qui sont une organisation qui est hiérarchisée avec quelques pays qui dominent. Et là, la francophonie, c'est une caricature, c'est pire que le Conseil de sécurité des Nations Unies puisque c'est une nation qui domine. Et même quand vous allez... écoutez, il y a des éléments factuels. Lorsqu'on parle de ces questions-là, il faut convoquer des éléments factuels. En 2002, le président Abdou Diouf décide de quitter le pouvoir après la défaite de 2000, son ami Jacques Chirac décide au Liban d'en faire le secrétaire général de l'OIF.
C'est Jacques Chirac qui l'a décidé. C'est comme si Biden disait, bon, toi, tu vas être le secrétaire général de l'ONU. Abdou Diouf est devenu secrétaire général de l'OIF. Il a fait 3 mandats de 4 ans. Il est parti. Vous savez, dernièrement, le tout dernier épisode de la même nature, lorsque Michaël Jean a décidé de rempiler pour un 2e mandat, il a suffi que Macron décide qu'elle ne soit plus qu'elle ne soit plus possible qu'elle soit secrétaire générale, et ça c'est totalement documenté. Et Macron a fait, alors que Michaël Jean a visité des pays africains qui lui ont donné leur accord pour le 2e mandat, Macron a obtenu de ces pays qu'ils se rétractent, qu'ils se dédisent même, puisque... Au nom de la politique étrangère française avec le Rwanda. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça. La relation avec le Rwanda. C'est ça. Sauf que c'est une organisation, c'est pas l'OIF n'est pas un appendice de la diplomatie française, en théorie. Ça devait être... Il y a la Belgique, il y a le Canada, mais dans ce cas, pour illustrer ce que vous dites jusqu'à la caricature, c'est que c'est la France qui a décidé, voilà le secrétaire général, et c'est devenu comme ça. Les autres pays qui pouvaient s'opposer, même le Canada, a été invité, ils ont fait un deal avec le Canada s'est rétracté. Finalement, c'est la candidate de la France au nom des intérêts particuliers de la diplomatie française. C'est Mme Louise Mouchikiwabo qui est devenue secrétaire générale. Et ça, dans le cadre de la francophonie, c'est un vrai problème. Surtout pour promouvoir un pays dans lequel la langue française est en plein recul, parce qu'il promeut... Qui organise le recul. Qui organise lui-même le recul de cette langue française. C'est quand même aberrant de voir que Emmanuel Macron a utilisé en fait cette francophonie comme un outil de la diplomatie française intérieure, de la diplomatie française, et on n'associe pas complètement les autres pays qui sont censés prendre part à ce genre de décision. Parce que pour se rapprocher de Paul Kagame, on a décidé qu'on allait choisir Mme Mouchikiwabo. En plus, le Rwanda est une start-up nation, Fabrice. Wilfried. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que dans la conclusion de tout à l'heure, je disais que les dirigeants de l'AES n'ont pas eu des nuits blanches parce qu'on ne les a pas invités. La francophonie sert en premier ressort la France. Macron n'a pas choisi... la villa, comment ça s'appelle? Villa Cotterêts. Villa Cotterêts. Oui, il n'a pas choisi à tout hasard. C'est lui qui a réhabilité la cité l'année dernière. Et c'est de là que le décret de François Ier a été signé au XVIe siècle, qui consacrait le français à la place du latin comme la langue officielle de tous les documents administratifs. Macron a énormément de mal du point de vue de la politique intérieure en France avec les complications de ces dernières semaines, et donc il essaye d'exister sur le plan international. On est dans une sorte d'autopromotion de l'individu et on est dans une sorte de promotion du pays, la France. La France qui, en plus d'être la 5e langue la plus parlée, est quand même la 2e la plus enseignée au monde. Il faut justement l'amener à s'expandre davantage. Il faut, vous avez cité le Rwanda évidemment, le Rwanda au début du millénaire a amorcé le recul intentionnel de la langue française, et donc il y a eu une contre-offensive qui a été menée par la France avec Mme Mouchikiwabo, et donc par exemple pour les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, c'est tout sauf la priorité du moment. Donc invitation ou pas de la France, ils ont d'autres chats politiques, géostratégique, sécuritaire à fouetter pour ainsi. Donc, puisque la France est maso, peut-être qu'elle va faire avec ces pays comme elle a fait le Rwanda après. Alors, Geneviève, donc je donnerai le mot de la fin en ajoutant quand même que sur la nomination de la patronne de TV5 Monde, qui est arrivée dans cette mouvance du sommet de la francophonie, Emmanuel Macron a fait comme pour la nomination des patrons de l'OIF, c'est-à-dire il y a eu un appel d'offres et puis finalement tout a été balayé. La France a imposé aux autres pays francophones du Nord cette dame que je ne connais pas, qui vient de... Dans l'époux et le patron de Rothschild d'Afrique. D'accord. Bref, mais bon, ça c'était un peu de gossip. L'époux, c'est l'époux, ça c'est la femme, c'est la femme, lui c'est lui, elle c'est elle. Moi j'aime pas qu'on dise mon mari c'est ça et moi ma femme c'est ça. Mais c'est qui celle-là? D'un point de vue théorique quand même, parce que bon, voilà, on est en France, on a eu, il y avait Kouchner, ministre des Affaires étrangères, et son épouse qui était patronne de France 24. Je suis d'accord, ça c'était, on ressentait ça à l'époque comme un problème à l'audiovisuel extérieur de la France. J'étais à l'époque. Mais bon, ministre des Affaires étrangères, c'est différent quand même. C'était parce qu'à l'époque quand même, je te rappelle que l'AEF était sous la tutelle du Quai d'Orsay. Et d'ailleurs, l'AEF est partie de la tutelle du Quai d'Orsay, a été mise au ministère de la Culture à cause de Madame Ockrent, justement, et de ce mélange des genres. Donc, bref, c'était un petit à côté. Bref.